Au XVIe siècle, l'Église va connaître une autre crise. Celle-ci n'est pas une remise en cause de son autorité religieuse, mais de son autorité intellectuelle. Les conceptions de l'homme et de l'univers étaient liées aux théories d'Aristote, christianisées au XIIe siècle. Et toutes deux reposent sur le principe de 4 éléments qui structurent le monde. Ces 4 éléments sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Nous avons une cosmologie établie depuis le 5e siècle après Jésus-Christ et qui est stable depuis un millénaire. L'Église en est la caution suprême. Toutes les connaissances scientifiques de l'époque, qu'elles soient de l'ordre du microcosme, c'est-à-dire de l'étude de l'humain ou des animaux, ou que ce soit le macrocosme, l'organisation de l'univers, dépendent de ces théories. Toutes ces théories vont exploser au XVIe siècle. La pratique de la chirurgie permet de remettre en cause les thèses livresques fournies par Aristote et les médecins de l'Antiquité. Des médecins tentent des opérations en concevant l'homme comme une machine dont on peut changer les pièces. Cette conception d'un homme-machine choque une Église pour qui l'homme reste une créature de Dieu dont les maladies ou dysfonctionnements sont la résultante de péchés ou de la volonté divine. Ainsi, la médecine va faire des progrès considérables par le biais d'une révolution mentale. Les maladies ne sont pas le fait de Dieu, mais de microbes, de causes externes que l'on peut analyser et traiter. Mais aussi, à l'autre bout de l'échelle, en matière d'astronomie. Pour les anciens, l'univers est décomposé en 2 parties distinctes. Le monde sublunaire, c'est-à-dire entre la Lune et la Terre, et le monde soumis à l'imprévisible, au changement. Aujourd'hui, il fait beau, l'année prochaine, à la même date, il peut faire très mauvais. Tout est changement, tout est instabilité. Face à ce monde sublunaire s'oppose le monde céleste, qui est lui le domaine de la stabilité absolue. Ainsi, pour les anciens comme pour l'Église, la Terre est au centre du système, les planètes et le Soleil tournent autour de la Terre, et le monde est clos par une voûte céleste. Alors prendre la voûte céleste dans le sens physique du terme, il y a une voûte, c'est-à-dire un plafond sur lequel sont accrochées les étoiles, et ce plafond tourne. Donc la Terre est immobile au centre du système, et après, c'est le domaine de Dieu. En 1543, le Polonais Copernic émet l'hypothèse que le Soleil est immobile et au centre du système. On passe donc à une thèse non plus géocentrique, mais héliocentrique. Le Soleil est immobile, les planètes tournent autour de celui-ci, et pour expliquer l'alternance du jour et de la nuit, les planètes tournent sur elles-mêmes. Son ouvrage est publié après sa mort. La censure ne s'applique pas à celui-ci car ses thèses sont jugées fantaisistes. Et d'ailleurs, Copernic a bien pris soin de les présenter comme étant des hypothèses de travail. Cependant, ces hypothèses vont être retravaillées 70 ans plus tard par Galilée, qui va s'appuyer sur un nouvel outil, la lunette astronomique qui lui permet de multiplier les observations et de vérifier les intuitions de Copernic. Suite à son travail d'observation et de vérification des travaux de Copernic, Galilée publie un livre dans lequel il démontre le bien fondé de l'héliocentrisme. Son livre est mis à l'index et Galilée est condamné. Cependant, il jouit de protections importantes, notamment celle de la famille Médicis. En 1632, il récidive en publiant Dialogue sur les 2 systèmes du monde. Il est alors déclaré relapse, c'est-à-dire qu'il avait le droit à l'erreur, mais là, il est revenu à la charge. Le tribunal de l'Inquisition le condamne alors pour hérésie. Pour éviter la mort, Galilée abjure ses erreurs en rampant devant le pape. Mais il marmonne tout bas et pourtant elle tourne. D'autres astronomes ne se laisseront pas intimider de la sorte, ainsi Giorgino Bruno qui conçoit
les étoiles comme étant autant de soleils et donc conçoit pour la première fois l'infinité du monde, est condamné à mort par l'Inquisition, il sera brûlé. Il est intéressant de noter que la répression de l'Église catholique va permettre d'endiguer les nouvelles thèses dans les pays du sud de l'Europe et en France. Et c'est donc dans les pays luthériens, dans les pays anglicans ou calvinistes, que l'on voit émerger un progrès scientifique.